Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième saison des rencontres hors normes qui sont une gracieuseté cette fois-ci du gouvernement du Québec et elle s'intitule En route pour le sommet de la francophonie. Alors, je suis très fébrile. Aujourd'hui, il fait un temps radieux ici à Québec. C'est le paysage d'automne qui tient sa place. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Claude Drouin et j'ai le grand privilège dans la vie de diriger le réseau normalisation et francophonie à titre de secrétaire général. Alors, le RNF, c'est un important réseau qui regroupe les organisations de normalisation des pays de l'espace francophone et notre objectif est rien de moins que de faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique de la francophonie. Alors, pourquoi? Parce que les normes, ce sont d'importants leviers à deux niveaux. Premièrement, ce sont des outils d'intelligence économique. Comme elles recensent les règles de l'art, quand les entrepreneurs se conforment aux normes, non seulement ils voient leur productivité augmenter, mais ils se voient accéder les portes du marché. On dit souvent, sans produits et services conformes, pas d'accès au marché. Deuxièmement, ce sont des leviers de diplomatie économique. Qui fait la norme, fait le marché, ça veut tout dire. Les pays et les entreprises qui participent à l'élaboration des normes se voient dotés d'un avantage stratégique privilégié car il et elles, il faut parler en inclusif maintenant, il et elles se voient ouvrir un important canal pour porter leur voix. Alors, voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le réseau normalisation et francophonie, je vous invite à aller sur notre site web, à vous inscrire sur nos médias sociaux ainsi qu'à notre infolette. Alors, sans plus tarder, on commence avec la diffusion de cette rencontre hors norme. Je vous invite à nous écrire et à nous dire d'où vous venez dans l'espace francophone. Tout à l'heure, évidemment, vous m'avez entendu avec mon accent, je vous ai décliné que je venais du Québec. Dites-nous d'où vous venez, ça nous intéresse toujours. Et surtout, posez vos questions. Alors, nos invités ici seront très, très heureux d'y répondre. Et sachez que si on n'a pas le temps d'y répondre directement à l'écran, on le fera par la suite directement auprès de vous. Permettez-moi un court retour sur la saison passée, notre première saison de Rencontres hors normes qui a été un véritable succès. On a eu 6 rencontres et à ces 6 rencontres-là, on a totalisé plus de 100 000 visionnements sur YouTube. Ça veut dire en moyenne, chaque séance était visionnée environ 15 000 fois et on a eu plus de 15 000 commentaires. Donc, le chiffre 15 est à l'honneur au RNF cette année. Alors, je vous invite à les revisionner si vous le souhaitez parce qu'elles sont toutes disponibles sur notre site web. Alors, j'espère que vous serez tous très nombreux et nombreuses à écouter cette deuxième série hors normes en route vers le sommet de la francophonie. Alors voilà, sans plus tarder, on commence en force pour cette première rencontre de la saison avec un homme passionné de développement économique et surtout de développement économique en Afrique. Et j'ai nommé M. Iya Touré, le délégué général du Québec à Dakar. Merci Marie-Claude pour cette belle opportunité. J'en profite aussi pour dire bonjour à l'auditoire au Québec. Monsieur le délégué général, un grand merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur et un privilège d'avoir un fier Québécois d'origine sénégalaise qui vient nous entretenir d'économie, d'Afrique et de développement et d'opportunités. Juste une petite correction, je ne le fais pas d'habitude, mais j'ai le privilège ou disons la chance d'être né en Guinée. La Guinée-Conakry, qui est un pays voisin au Sénégal. Donc, je suis originaire de la Guinée et du Sénégal. Ah. Et c'est important de le souligner parce que probablement dans l'auditoire, vous avez des Guinéens d'origine aussi. Oui. Et j'en profite aussi, on est Québécois et puis on aime la simplicité, la modestie. Donc, on peut mettre de côté monsieur le délégué général, on s'appelle Iya et puis... et Marie-Claude. C'est ça. Merci beaucoup. Ça me convient tout à fait, Iya. On fait comme ça. Bon, alors, écoutez, votre
ton, ton travail consiste à identifier les opportunités d'affaires pour les entreprises du Québec, notamment sur le territoire africain et de ouest africain. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, selon ta vision, parce que tu es nouvellement en poste, je pense que ça fait pas tout à fait 1 an que tu es à la délégation. Non. Selon toi, quelles sont les opportunités d'affaires pour les entreprises? Ben, excellente question, parce que depuis que je suis à la délégation, je suis délégué général, ça fait maintenant 9 mois. C'est des sujets qu'on entretient régulièrement. Mais avant de répondre directement à ta question, j'aimerais, pour l'auditoire, vous parler des fondamentaux qui expliquent, qui sont à la base de ces opportunités-là. Les pays d'Afrique, juste avant Covid, étaient champions de la croissance. Là, surtout quand on prend l'Afrique francophone et puis l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, la plupart de ces pays avaient un taux de croissance annuel qui avoisinait le 6,5%. C'est énorme. Et juste après Covid, ce taux a drastiquement baissé, mais dans la plupart de ces pays, c'est jamais devenu négatif. Donc c'est un signal qui démontre la force de ces économies-là quand même. Il y a le facteur démographique et ça, c'est fondamental sur la planète entière. Selon les chiffres de la Banque mondiale, la population africaine d'ici 2050 va passer de 1,2 milliard à plus de 2 milliards. Plus de 70% de cette population aura en bas de 30 ans en moyenne. Donc, des jeunes instruits qui sont impliqués, qui sont intégrés à des réseaux internationaux. Vous aurez un taux d'urbanisation qui va dépasser les 60%. Donc, la plupart de ces gens-là vont vivre dans des grandes villes. Maintenant, imaginons-nous qu'est-ce que ça implique en termes de consommation. Tu as besoin de nouvelles infrastructures. Tu as besoin d'énergie pour ces gens-là. On a besoin de maisons pour ces gens-là. On a besoin de les occuper en termes d'emploi, etc., etc., etc. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que ces changements fondamentaux ont un impact énorme sur notre environnement. Donc, quand on parle d'opportunités, vous voyez tout de suite tous les secteurs qui sont impliqués. L'agriculture, technologie verte, l'infrastructure, énergie, les mines, etc., etc. Donc, c'est vraiment un continent d'avenir. C'est un continent où on se doit d'être présent. Ceci étant dit, sans oublier que l'Afrique, c'est les mines, le sous-sol du continent africain, ça regorge de beaucoup de choses, en demande un peu partout. Ceci étant dit, pour les entreprises québécoises, il y a une chose importante à savoir. L'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent de 54 pays. 54 pays avec des, comment on appelle ça, avec des réalités complètement différentes. Donc, on ne peut pas dire je viens en Afrique faire des affaires. Il faut ces 54 pays, il faut faire des choix. Nous, au Québec, la stratégie qu'on pousse, c'est de dire à nos entreprises, ben regardez, il faut faire des choix. Il y a des pays en Afrique qu'on appelle des pays émergents, où le secteur privé est très fort. Et c'est des pays à fort potentiel. Donc, c'est des pays à revenus intermédiaires. Généralement, c'est les pays du Maghreb. Vous avez des pays aussi qui aspirent d'ici 2030-2035 à devenir des pays émergents. Donc, des pays dont le revenu par habitat commence à toucher le $3,000. Vous avez des pays comme le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, pour ne citer que ces pays-là. Et ces pays ont entamé des réformes pour que l'environnement d'affaires soit propice et ont des plans d'investissement aussi très, très importants pour justement pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, il y a plein d'opportunités en Afrique dans les secteurs que je viens de mentionner et il y a des pays qu'on doit choisir. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. L'exemple du Sénégal est très éloquent pour ceux qui ont eu l'opportunité de venir ici. Quand vous arrivez à Dakar, un nouvel aéroport international qui est quasiment pas comparable. J'en ai pas vu en Afrique et pourtant je voyage beaucoup. Vous avez des autoroutes à péage. Vous avez une nouvelle ville qui émerge de terre là.
il y a beaucoup d'investissements. On parle de train express qui va relier le centre-ville de Dakar à l'aéroport, environ une 50aine de kilomètres. Vous avez un bus aussi, un bus express qui sont en train de faire. Donc, il y a beaucoup d'investissements. L'environnement est propice pour des investissements. Donc, il y a plein d'opportunités dans les secteurs que je viens de mentionner et c'est important que nos entreprises le sachent et c'est important aussi que les gens comprennent que l'Afrique doit être vue comme étant une terre d'opportunités, une terre où il y a de l'argent à faire, il y a de la business à faire, comme on le dit bien au Québec. En fait, si je comprends bien, quand je t'écoute, il y a vraiment une place importante pour l'Afrique dans le développement de notre francophonie économique parce qu'il y a un environnement des affaires qui est définitivement propice à recevoir ces investissements. Ben, tout à fait, tout à fait. On le dit, hein, présentement, quand on compte le nombre de francophones, sur la planète, on parle de 300, 350 millions. Encore là, vous allez m'entendre, hein, la démographie va jouer un rôle hyper important. Dans 30, 40 ans, on parlera de 800 millions de personnes qui parlent français. Et de ces 800, 2/3 vont être sur le continent africain. Nous, ouais. C'est pour cette raison qu'on veut vraiment que nos entreprises du Québec considèrent l'Afrique dans leur stratégie de diversification de marché. Le Québec a des atouts énormes ici, énormes. Les gens ne se l'imaginent pas, mais nous qui sommes sur le terrain, c'est énorme. On parle la langue, quand vous parlez avec la même langue avec une population, un peuple, un pays, ben les échanges, ça a un impact hyper positif sur les échanges commerciaux. Les lois, on comprend les lois plus facilement. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées par l'adoption d'une langue commune. Le Québec est réputé par, on dit souvent au Québec, en tout cas, comme je viens du milieu financier, ça se dit, on est des patenteux. Oui. Donc, c'est ça. Les gens ici, ils savent que l'expertise québécoise est très, très, très importante. On a un système éducatif qui fait l'envie de tout le monde en Afrique ici. Tout le monde veut avoir une éducation québécoise. Pourquoi? Parce que on met l'accent sur l'acquisition de l'expertise, la formation technique et professionnelle. Donc, c'est tous des éléments importants. Et on ne se prend pas pour le nombril du monde. Le Québécois en Afrique a une approche très facile. On est facilement accessible. Et ça facilite les partenariats, ça facilite les liens, ça crée une certaine familiarité. Et du moment où vous créez une familiarité dans un environnement, tout devient possible. Tout à fait. Puis je vais clore ce sujet-là en disant qu'effectivement, puis venant de toi qui est sur le terrain, c'est important aussi de constater que, évidemment, il y a une croissance démographique avec une population jeune et éduquée. Donc, oui. Ça, c'est important de le dire parce que en Afrique, on est capable de recevoir les investissements étrangers parce que effectivement, les gens sont éduqués. Et ça, c'est pas quelque chose qui percole dans nos médias. Mais je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire. Les entrepreneurs africains qui veulent venir conquérir les marchés internationaux, qu'est-ce que tu as à leur dire comme conseil? OK. Défi, conseil. Regardez, accéder, moi, je le mets sous le chapeau, comment accéder aux marchés internationaux par l'Afrique ou ses entrepreneurs. L'Afrique a déjà accès aux marchés internationaux, mais à travers ses matières premières. Le défi, le challenge pour tous les pays africains, et cela aussi s'applique aux entrepreneurs féminins ou masculins, c'est la création de valeur. Il faut s'intégrer dans la chaîne de valeur. Le défi, il est là. On envoie des matières premières, mais il n'y a aucune transformation qui se fait localement. Donc, vous n'avez pas de valeur. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand on parle de marchés internationaux, c'est toute l'importance de la qualité. Vous le savez, comment on est au Québec, par exemple, là, quand on reçoit un produit qui n'est pas à notre goût, là, les médias sociaux embarquent, tout le monde embarque, et puis du jour au lendemain, ce fournisseur, il n'est plus sur les tablettes, là, il est out. C'est ça. Donc, il faut que les entrepreneurs, les pays africains comprennent que la création de la valeur, c'est la clé du succès. Il faut créer la valeur,
faire la qualité. Il n'y a pas de compromis, il ne doit pas y avoir de compromis sur la qualité. La qualité doit être constante. Ça m'amène, quand on parle de packaging, les normes sanitaires, le respect des délais. On ne s'improvise pas sur les marchés internationaux. On ne doit pas s'improviser. C'est très exigeant. Donc, du moment où on commence à être conscient de ça, du moment où on commence à mettre l'accent sur ces aspects-là, je pense que l'Afrique va commencer à créer de la valeur. Et honnêtement, de façon agréable, je le sens quand même que les gens comprennent cet enjeu-là. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans certains pays, justement, pour encourager la transformation locale. Le plus bel exemple que je peux te donner, Marie-Claude, c'est au Gabon. OK. Le gouvernement gabonais, depuis un certain nombre d'années, a interdit l'exportation des bio de bois. OK, on est dans l'industrie forestière. Les bio de bois, on ne peut pas les exporter. Ils ont créé ce qu'on appelle une zone économique franche où les bio qui sont coupés au Gabon sont transformés au Gabon. Et ça a créé un écosystème incroyable. On était là il n'y a pas au mois d'août et j'ai été agréablement impressionné. Et ça donne que je n'étais pas le seul parce que le gouvernement camerounais a décidé d'adopter la même loi effective à partir du 1er janvier 2022. Donc, voyez-vous, la transformation devient importante. Oui, transformer, intégrer les chaînes de valeur avec nos produits à valeur ajoutée, oui. C'est la clé et avec de la qualité. Tout à fait. C'est ce qu'on dit. Écoute, Iya, évidemment, tu ne travailles pas seul à la délégation générale du Québec à Dakar. Une chance. On dit souvent que derrière chaque on va vous dire, grand homme, grande femme, il y a des personnes qui sont là derrière et qui permettent de les mettre en valeur. Alors, j'ai envie d'inviter ta collègue, Madame Kadi Sey, qui est attachée aux affaires économiques à la délégation. Bonjour Kadi. Bonjour Marie-Claude, bonjour Iya. Merci d'être là. Écoute, Kadi, sans plus tarder, toi, ton travail comme attaché aux affaires économiques, c'est d'être directement sur le terrain. Tu es les yeux et les oreilles d'IA sur le terrain, c'est ce que j'ai compris. Alors, comment vous supportez les entreprises dans ton travail? Tu as une excellente question, Marie-Claude. Je suis les yeux et les oreilles d'IA sur le terrain, mais aussi des entreprises québécoises. À vrai dire, ce que je fais ici, c'est que j'aide les compagnies québécoises qui veulent venir sur le terrain. Quand je parle de terrain, bien entendu, je parle de la douzaine de pays que l'on couvre et au-delà, à savoir ce qui se passe sur le marché. Donc, on fait de la vigie, on surveille, on regarde quels sont les gros projets qui sont actuellement en cours pour les mettre en relation avec les grands donneurs d'ordre. Et Dieu sait qu'au Québec, on a énormément d'expertise, donc il y a beaucoup à exporter à partir du Québec vers notre continent. Une autre chose que l'on fait également, que j'adore faire à vrai dire, c'est organiser des missions commerciales. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'on parle de missions commerciales, il y a toujours des rencontres B2B. Donc, on permet aux compagnies de rencontrer sur le terrain des entreprises, de nouer des liens qui sont assez solides pour par la suite, éventuellement, découler sur des contrats. Donc, bien entendu, il y a tout ce qui est relationnel, tout ce qui est réseautage d'affaires, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait de la vigie sur le terrain. On est là pour voir quels sont les gros projets qui sont en cours, pour voir quels sont les besoins qui sont nécessaires et par la suite pouvoir les combler via les compagnies québécoises. Puis vous êtes posté à Dakar, mais vous couvrez un secteur plus grand. Quels sont les pays que vous couvrez à la délégation? Il y en a plusieurs, Marie-Claude. Il y en a plusieurs. On est à Dakar, on couvre une douzaine de pays, principalement en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique centrale. Tout à l'heure, il y a parlé du Gabon et aussi du Cameroun, mais on couvre également la Guinée, un pays très intéressant, le Burkina Faso, le Mali. Il y en a 12. Je n'ai pas envie de me tromper, mais il y en a 12. Il y en a 12. On peut aller voir, j'imagine, sur le site web de la délégation. Exactement. Alors, je reviendrai peut-être à une petite question à Iya. On a parlé un petit peu de qualité tout à l'heure, mais pour toi, là, quand je t'ai approché pour venir nous rencontrer aux rencontres en normes, tu as dit hey, moi, je ne suis pas un spécialiste de la normalisation. Et puis j'ai dit c'est parfait parce que nous, on ne veut pas des spécialistes de la normalisation, on veut des humains qui utilisent la normalisation chaque jour. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'avantage d'utiliser les normes? Pourquoi les normes, c'est important dans le développement des entreprises africaines et canadiennes et nord-américaines et européennes? Bon, je ne parlerai pas des entreprises
nord-américaine ou canadienne, Marie-Claude, parce que, bon, vous savez, c'est dans notre ADN, ces choses-là. Notre marché, les marchés sont très exigeants, donc nos entreprises ont appris avec le temps à se mettre en règle de ce côté-là. Mais l'Afrique qui veut accéder aux marchés internationaux, là, la normalisation prend tout son sens. Parce que c'est justement, tu crées de la valeur avec la normalisation. Et tout le monde travaille sur la même base. Quand on parle de normalisation, on parle de sécurité et qualité des produits et services. Et on parle de l'image de marque. Une compagnie qui est bien, tout fonctionne bien, mais ça touche l'image de marque, la réputation de l'entreprise. On parle, la normalisation peut encourager l'innovation quand on parle de fiabilité. Donc, pour moi, c'est mettre tout en commun. Les entreprises africaines doivent, et c'est incontournable, le développement, leur croissance, leur réussite ou succès à l'international doit passer par la normalisation. Et effectivement, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a beaucoup de moyens disponibles, d'institutions qui peuvent nous accompagner. Vous êtes la preuve en réalité, vous êtes la preuve parce que dans ce domaine-là, la francophonie peut jouer un rôle hyper important, le Québec peut jouer un rôle hyper important, vous êtes la preuve, mais c'est incontournable la normalisation. Puis tu as raison, tu sais qu'on regroupe justement juste au RNF plus de 30 pays de l'espace francophone. Puis quand on élabore des normes à l'ISO, c'est un pays, un vote. Les États-Unis ont le même vote que la Guinée, ont le même vote que le Sénégal, ont le même vote que la France ou le Canada. Donc, on a vraiment, quand je parlais de diplomatie économique tout à l'heure, c'est là qu'on voit qu'on a, avec 30 pays déjà, on a une bonne partie des voix au chapitre si on s'y met. Je reviendrai avec Kadi. Kadi, tu nous as expliqué ton travail pour ouvrir des marchés à nos entreprises québécoises qui veulent venir en Afrique. Donc, les yeux et les oreilles d'IA, mais des entrepreneurs québécois qui veulent s'investir en territoire africain. Quel conseil, à contrario, t'aurais à donner, toi, aux entreprises africaines qui veulent faire affaire avec les entreprises québécoises, qui veulent créer de la valeur avec elles, parce que, dans le fond, la création de valeur, ça se fait à deux. Exactement. C'est encore une excellente question, Marie-Claude. Une chose qui est certaine, comme l'a si bien dit tout à l'heure, qu'on parle de l'Afrique, on parle de 54 pays, on parle de compagnies qui exportent plus qu'autre chose des matières premières. Donc, une première des choses, moi, quand on me dit que les compagnies exportent de la matière première, ce qui sonne dans ma tête, c'est développement durable. Donc, une chose qui est importante qu'elles gardent en tête, c'est tout ce qui est responsabilité sociétale, environnementale et économique. Donc, première des choses, au-delà de la qualité, au-delà du respect des délais, au-delà du respect des normes, il y a ce volet qui prend de plus en plus de place. Donc, important pour ces entreprises de le garder en tête. L'autre chose, bien entendu, la structuration. On ne parle pas d'aller dans des marchés internationaux si on n'est pas structuré. Donc, premier conseil, et encore, je dirais au même pied d'égalité que tout ce qui concerne la responsabilité sociétale, être structuré pour pouvoir répondre aux exigences qu'il y a au niveau international. Pour ma part, j'ai eu la chance de travailler pour aider des compagnies canadiennes à aller hors du Canada. Là, j'ai la chance de le faire à partir du continent africain. Mais quand je vois les compagnies ici, toujours le conseil que je leur donne, c'est structurez-vous et de bons arguments pour pouvoir être les meilleurs ambassadeurs qui soient pour vos produits et vos services. Très bien. Puis moi, j'aime beaucoup entendre parler de la responsabilité sociétale des organisations. C'est important. Ça aussi, ça doit faire partie de notre ADN. Puis je pense qu'en francophonie, on doit se le dire, on a des bonnes bases là-dedans, puis ça fait partie de nos valeurs. Alors, à nous de les exploiter, de le mettre en valeur. Puis j'en profite pour faire un petit aparté, là, juste pour les objectifs de développement durable. Si vous allez sur le site de l'ISO, vous tapez ODD, ISO, vous allez voir que l'ISO a répertorié, ISO a plus de 23 000 normes au catalogue. Ils ont répertorié une foule de normes qui sont applicables pour chacun des 17 ODD, qui peuvent aider les entreprises et les pays à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment intéressant là, de voir comment les normes peuvent aider de ce côté-là. Est-ce qu'on a des questions de l'auditoire? J'ai rien vu passer pour l'instant. Il nous reste encore peut-être une petite dizaine de minutes, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ia Kadi, avez-vous des choses à rajouter?
sur cette entrevue, des messages que vous avez envie de nous passer. La tribune est à vous. Oui, merci. Certainement, les gens ils sont un peu gênés ou ils viennent de se réveiller au Québec, donc ça s'en vient. Tu as vu hier, il y avait vraiment beaucoup de pays qui nous suivent. Hein? On avait vu des gens du Manitoba, de la Guinée, du Sénégal, Cameroun, Congo. Oui, c'est intéressant. Ben, regardez, quand vous voulez, moi, je vais plutôt faire un commentaire du côté des gens du Québec qui veulent venir investir ou du Canada qui veulent venir investir sur le continent africain. C'est très important ce que je veux dire là. Et puis, Khady, je te passerai la parole après pour complémenter, pour compléter. Les conseils que je peux donner, considérez l'Afrique comme une terre d'opportunité où il y a de l'argent à faire. Il n'y a personne qui vient dans un marché pour dire « Oh, je vais faire la charité ». Moi, je n'ai pas ce background-là, donc je l'élimine tout de suite. On vient pour faire de l'argent. Maintenant, si tu viens pour faire de l'argent, la première des choses à faire, sois curieux dans la vie. Et je le dis à mes enfants, je dis toujours, soyez curieux. Investissez pour connaître votre marché. Investissez pour connaître votre marché. C'est important. Et pour réussir sur les marchés africains, c'est d'être présent sur le terrain. On ne peut pas rester au Canada et dire, moi, je vais piloter ça à partir de là-bas et je n'ai jamais foulé pied en Afrique, au Sénégal, au Mali, en Guinée ou ailleurs. Il faut être présent sur le terrain et avoir une stratégie long terme. Avoir une stratégie long terme. Ça ne se fait pas en 24 heures. Et vous ne venez pas en Afrique pour dire le premier obstacle, je plie bagage, je prends mon avion et puis je retourne chez moi, je ne suis pas capable. Ça ne marche pas de même. Et il faut être capable aussi de s'adapter aux réalités locales. Parce que faire affaire ici, ce n'est pas comme faire affaire au Québec. Et de là aussi l'importance de la patience. Et quand je vous parle de patience, moi, comme délégué général, je l'ai vécu dans mon équipe à l'interne. Là. J'arrive, je veux tout pour avant-hier. C'est comme ça, toi. Exactement, rapidement, mais j'ai vu que cette formule ne marchait pas. Donc, j'ai dû m'asseoir, parler à certains de mes collègues qui étaient ici depuis longtemps. Ils disent, monsieur le délégué, là, si tu veux que ça fonctionne, voici comment tu dois t'y prendre. Je dis, OK, c'est un moindre mal. Donc, on s'ajuste et ça se fait très bien. Mais je garde le focus que j'ai, c'est-à-dire l'atteinte des résultats. Ça, tu ne peux pas le perdre de vue. Il faut qu'on arrive à un résultat. Et ça fonctionne bien. C'est de cette façon d'ailleurs que Khady, voyant ça, a décidé, regarde, c'est une équipe dynamique, je me joins à eux. Khady, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça. J'ai pas mal de choses à rajouter et effectivement, ça va dans le même sens. Quand on fait affaire en Afrique, une chose à garder en tête, c'est que les mentalités par rapport aux Nord-Américains est différente. Donc, le volet culturel, il est important de le saisir. Il est important de savoir comment on fait affaire en Afrique. Et aussi, comme a si bien dit hier, la patience. La notion du temps n'est pas forcément la même en Amérique du Nord versus en Afrique. Donc, il faut garder ça en tête. Et il est aussi important de bien s'entourer. De bien s'entourer d'organismes tels que le nôtre qui sont sur le terrain, qui savent exactement comment les choses se passent ici, mais aussi de s'entourer d'entrepreneurs qui ont déjà sauté le pas. D'entrepreneurs qui savent exactement comment ça se passe sur le terrain, qui peuvent être d'une valeur ajoutée inestimable. Ils peuvent vous éviter de faire certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Une autre chose, et là c'est mon côté financier qui parle, mitiger le risque. Mitiger le risque, savoir qu'il y a des outils qui sont en place pour vous permettre de savoir comment éviter certaines surprises, notamment en termes d'assurance ou encore en termes de modalités de paiement qui peuvent être mis à vos dispositions. Donc c'est tout ça. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel, que l'Afrique est le nouvel Eldorado économique, comme on l'a si bien dit. Donc, c'était le pas. N'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous aider et de vous aiguiller également. Moi, là, vous écoutez, là, ce que je vois, là, c'est qu'on a vraiment une force terrain des deux côtés du continent, à la fois pour les entreprises africaines, à la fois pour les entreprises du Québec. On parle la même langue et on a des connaissances, on a des réseaux et on peut vraiment mutualiser sur ces bases-là. Oui. Marie-Claude, c'est la raison pour laquelle que le Québec a 3 représentations sur le continent, dont la délégation générale à Dakar. Honnêtement, ces représentations sont vos yeux, vos oreilles sur le terrain. Et il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter, à nous contacter. Ils vous apportent vraiment de la valeur ajoutée parce que ces gens-là ont des contacts. Nous, comme délégué général avec mon équipe, on a des accès que vous ne pouvez pas imaginer.
on pousse le Québec. Le mot Québec va être partout ici. Vous le voyez d'ailleurs derrière moi, on est partout là. Donc, servez-vous de nous. D'ailleurs, je vais y aller d'une expression québécoise qui va peut-être, pas choquer, mais mettre de la curiosité dans les oreilles de nos collègues de la francophonie. Au Québec, on a coutume de dire « à la gang, on sait tout ». C'est ça. Donc, traduction libre en français, ensemble, on sait tout. Tout à fait. Kady, Lia, on a des questions. On a ici Emmanuel Mali qui nous dit quelles sont les opportunités d'affaires de l'Afrique vers le Québec. Très intéressant parce que souvent, c'est l'inverse qu'on voit. Je vais pas répondre directement à sa question, mais je vais expliquer d'une autre façon parce que je veux pas rentrer dans le macro. Donc, il va être servi par l'approche que je vais proposer. Nous, ici, ce qu'on fait, Kady l'a dit, on rencontre les donneurs d'ordre. Quand on rencontre les donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'analyser les besoins qu'ils ont. Les besoins. Donc, vraiment, je m'excuse de l'expression, on rentre dans la cuisine avec eux, on essaie de voir quels ingrédients ils ont besoin qui sont manquants. Et on se pose la question, ces ingrédients dont vous avez besoin, où est-ce que vous les achetez présentement? Dans le secteur minier, certains vont nous dire, regardez, nous, on fait ça du côté de l'Afrique du Sud, ou on fait ça du côté de l'Australie. Je dis, mais c'est tous deux pays qui sont très loin de toi. Est-ce que tu as considéré le Québec? Ah ben oui, j'ai déjà 3 Québécois qui travaillent ici. Ah, OK. Est-ce qu'on ne peut pas explorer davantage le Québec? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire le lien directement avec des entreprises au Québec qui ont ces besoins-là. Et c'est sûr que les matières premières vont revenir souvent pour dire, bon, il y a un besoin là-bas parce que le Québec importe beaucoup de fruits et légumes, soit de l'Amérique du Sud ou des États-Unis. Et l'Afrique est producteur de ça. Mais ça, c'est un domaine où l'Afrique ne peut pas être compétitive présentement à cause des normes sanitaires, la normalisation dont on peut parler. Donc, ce que moi, je répondrais à Emmanuel, M. Nali, c'est vraiment de cibler un secteur en particulier. Il ne faut pas s'éparpiller. Une fois ciblé, on peut l'aider maintenant à voir les opportunités qui peuvent être créées dans ce sens-là. Parce que le Québec, c'est une nation complète. Là. Certains même disent que c'est un pays développé, ce qui est vrai. Donc, nos besoins ou les opportunités ne sont pas les mêmes que si on regarde du côté Afrique. Oui, tout à fait. Cibler les secteurs, puis tout de suite avoir le réflexe d'aller voir qui connaît qui peut m'aider, et puis comment je peux structurer mon offre. Kady, quelque chose à rajouter? Oui. Non, c'était parfait. Mais je suis totalement d'accord avec surtout la structuration de l'offre. Très important, que ça soit clair et concis et qu'on ne s'éparpille pas. Ça, c'est comme primordial lorsqu'on décide de faire affaire, que ça soit vers le Québec ou bien vers l'Afrique. On a une autre question ici de M. Mangar. Alors, comment faire comprendre la normalisation aux petites entreprises en Afrique? Bon, moi, j'ai des idées, mais franchement, je vais profiter de vous, Kady et Iya, pour me dire et nous inspirer sur comment on peut mieux faire. Parce que moi, ça fait partie de chaque jour, 20 fois, je remets sur le métier mes façons de faire parce que mon objectif, c'est de réussir. Alors, je vous écoute. C'est quoi vos idées là-dessus? Marie-Claude, moi, je te dirais d'en parler plus. D'en parler bien plus, d'être encore plus, je ne dirais pas plus présente, mais de vulgariser encore plus les normalisations. Parce que souvent, les gens, lorsqu'on entend parler de normes, ils ont tendance à penser à quelque chose qui peut être complexe. Et Dieu sait que les normes, ce n'est pas supposé être complexe. Les normes, ça permet d'harmoniser, d'être plus équitable et d'avoir accès à un nivellement vers le haut. Donc, d'en parler plus, de vulgariser et de faire moins peur lorsqu'on parle de normes. Et aussi, d'en parler aux entrepreneurs qui débutent. Une entreprise qui débute, je pense que c'est le meilleur moment pour qu'elle puisse intégrer les normes. Il ne faut pas attendre d'être déjà rendu à un stade de maturité pour parler de normes. Il faut l'inculquer dès le début du processus. Donc, en parler plus, être présente dès le début et vulgariser tout simplement. Tu ne cherches pas un travail par hasard? Non, on la garde. C'est ça, si vous me permettez, la question est très importante. Au-delà de la sensibilisation,
dont Khady parlait, au-delà de la sensibilisation. Je pense que surtout le secteur agroalimentaire, où les pays africains veulent maintenant développer l'autonomie de ce côté-là, l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer de par ses politiques, de par ses moyens financiers à mettre en place, et aussi avoir des champions. Investir dans certains champions, parce que les gens d'affaires, généralement, ils aiment du concret. Quand ils voient un exemple qui marche, ils ont tendance à adopter ça. Donc, si l'État ou les structures de la francophonie, ou etc., ben, investissent dans une ou deux compagnies, 3 compagnies agroalimentaires au niveau de la normalisation, et on se sert de ces modèles-là maintenant pour reprendre la bonne nouvelle et peut-être avoir des petits programmes d'aide qui vont aider les entreprises à adopter. Je pense que ça peut être intéressant. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il n'y a pas une seule solution, c'est une panoplie de moyens et d'éléments de sensibilisation pour atteindre l'objectif que nous visons. Écoutez, j'ai pris des notes. Merci beaucoup. Très intéressant. On va continuer à travailler. Et puis, je sens que j'ai 2 nouveaux adeptes et fidèles collaborateurs du RNF. Alors, on vous écoutera encore des heures, mais il est temps de conclure. On a déjà dépassé notre temps parce que c'était trop intéressant. Je vais terminer la rencontre, comme je le fais à chaque fin de rencontre, en demandant à IA quel est son mot préféré de la langue française. Aïe, je n'avais pas pensé à celle-là. Je pense que nos amis de la francophonie, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais naturellement, pour moi, c'est le Québec. Je sais que Québec, c'est un mot qui vient des peuples autochtones, c'est algonquin de mémoire, je pense que c'est algonquin. Et ça rapporte un peu au Saint-Laurent, vers la ville de Québec. Mais pour moi, le Québec, c'est la révolution tranquille. Pour moi, le Québec, c'est un peuple qui a pris son destin en main. Ce sont les Premières Nations, c'est la diversité, c'est la tolérance. Bref, je dirais, si je me base sur mon exemple à moi, et probablement Khady peut se retrouver là-dedans, c'est une nation d'espoir où il fait bon de vivre. C'est tout ce que je peux dire sur le Québec. Wow! Wow! Khady, quelque chose à rajouter? C'est tatoué sur le cœur, c'est tatoué sur le cœur. Il a tout dit. Il a tout dit, et c'est véritablement ça qui nous motive. C'est parce qu'on a vécu au Québec, on sait ce que le Québec peut apporter, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est des ambassadeurs du Québec et qu'on essaie de le faire de la plus belle des manières ici sur le territoire. Donc, c'est très bien résumé, Ia. Merci. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup tous les deux. Ça a été très, très agréable. Je suis contente de vous compter dans mon réseau de contacts maintenant et puis j'hésiterai pas à vous appeler. Vous avez ouvert les lignes et puis je dis la même chose aux entrepreneurs africains qui sont sur le continent. Restez à l'affût des activités de la Délégation générale du Québec à Dakar et la même chose pour les Québécois qui sont à l'écoute. Vous avez une équipe dédiée pour vous aider. Merci beaucoup, Ia. Merci, Khady. Et je vous dis à une prochaine. Merci à toi aussi. Marie-Claude. Merci. À toute ton équipe. Merci. Au revoir. Giorgio. Wow! Quelle belle rencontre! Vous savez, avec la COVID, là, ça commence à être un peu lourd de rester derrière nos écrans, mais c'est quand j'ai la chance de faire des rencontres comme ça avec des gens de terrain qui sont passionnés et qui ont un désir de faire avancer notre francophonie. Là, ça me rappelle pourquoi je fais ce travail-là puis pourquoi j'ai tant de plaisir et de bonheur à le faire. Alors, Ia et Khady, on l'a vu, des gens qui sont des fiers ambassadeurs du Québec en Afrique, mais l'inverse aussi de l'Afrique au Québec. Alors, merci, je les remercie vraiment beaucoup. Et puis, je remercie encore une fois le gouvernement du Québec qui a rendu possible cette rencontre hors norme, cette série spéciale dédiée au Sommet de la francophonie, qui d'ailleurs va se poursuivre avec une prochaine rencontre le 3 novembre prochain. J'aurai l'occasion à ce moment-là, dans cette série spéciale sommet, de m'entretenir avec le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, M. Brahim Boudarbat. Alors, M. Boudarbat, sous sa gouverne, ils viennent tout juste de publier un
très intéressant rapport que vous pouvez retrouver sur leur site web sur les impacts de la COVID sur la francophonie économique. Tout à l'heure, Ria nous en a donné un peu. Hein, on a compris qu'il y avait vraiment une forte croissance sur le territoire africain avant la COVID, qui s'est un peu ralentie. Alors, il faut maintenant voir là, quels sont les impacts de tout ça et les opportunités. Alors, ce sera très intéressant d'échanger avec lui. Je vous propose d'être à l'écoute le 3 novembre prochain, même heure, même poste. En attendant, vous pouvez réécouter cette rencontre hors norme, la diffuser dans vos médias sociaux, la diffuser à vos collègues, allez réécouter les autres rencontres hors normes. Ça nous fera bien plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. Allez consulter notre site web, inscrivez-vous à nos plateformes, à nos médias sociaux, à notre infolette. Et je vous dis encore une fois un immense merci pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour une prochaine rencontre hors norme.